Je vous présente mes conflits d'intérêts et je vous donne la réponse. Je ne sais pas et je vous souhaite une bonne fin de congrès. En fait, l'intérêt de l'ischémie-reperfusion, c'est que c'est un mécanisme ubiquitaire dans le développement des lésions d'insuffisance rénale aiguë. Alors, c'est pas très intuitif comme ça, mais la plupart des néphrotoxiques ou des épisodes d'insuffisance rénale aiguë auxquels on va être confronté ont, pour tout ou partie, une ischémie-reperfusion qui participe au développement de l'insuffisance rénale aiguë. Et ça explique pourquoi tant de voies de recherche ont été développées, avec peu de voies qui se sont intéressées spécifiquement à la néphroprotection, mais énormément au cœur ou à la neuroprotection. Et le préconditionnement est très clairement prometteur, mais ça reste prometteur et non validé, ce que je vais essayer de vous montrer. L'autre élément important, c'est que si on reprend ce tableau, ce graphe, je suis désolé pour la qualité de la figure, mais si on reprend ce graphe, vous voyez que l'ADQI rappelait qu'il y avait peut-être au moment de l'agression rénale une fenêtre pour les mesures de protection. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mesures de protection qui soient validées et que l'on puisse utiliser au jour le jour dans l'ensemble des patients. Et puis, cela est d'autant plus vrai qu'on a des retards à l'intervention et aux prises en charge thérapeutiques. Mathieu, qui est passé juste avant moi, avait présenté cette étude le premier jour du congrès. Mais entre le moment où on va intervenir, et ici c'était pas du tout pour l'ischémie-reperfusion, mais c'était un vasodilatateur, on est déjà tard par rapport à l'agression rénale, et vous voyez que l'élévation progressive de la créatinine témoigne d'une agression rénale préexistante. Donc les mesures de prévention prenant en compte le moment de l'agression, en particulier quand c'est faisable, ont un sens, et c'est vrai dans beaucoup de situations, notamment la chirurgie. Alors un exemple où l'ischémie joue un rôle central, ce n'est pas le seul mécanisme par lequel les produits de contraste iodé vont avoir un impact sur le rein, mais c'est le premier mécanisme qui apparaît. Vous voyez que quand on injecte un produit de contraste, ça ce sont des modèles animaux, eh bien la perfusion corticale diminue brutalement, avec une diminution de la PO2 tissulaire, qui explique en partie les lésions qui vont apparaître secondairement. Il n'y a pas que cela, hein. Il y a des lésions directes, il y a l'activation des phénomènes, des mécanismes, il y a l'activation de toutes les cascades qui vont produire des dérivés réactifs de l'oxygène. Et puis, après l'ischémie, on va avoir un ensemble de phénomènes inflammatoires qui va se mettre en place au moment de la recirculation. C'est vrai pour l'œdème interstitiel, hein, avec dans ce modèle une ischémie de 35 ou 45 minutes chez des animaux. Et vous voyez que 6 heures, 12 heures après, 24 heures après, on a un œdème interstitiel qui se traduit par une augmentation de la pression sous-capsulaire et qui se traduit ici par une baisse de la fonction rénale. Donc on est sur des mécanismes qui vont intervenir après l'agression rénale. Et donc prévenir l'ensemble de ces mécanismes a un sens. Alors il y a beaucoup de pistes de recherche, hein. Vous savez que l'EPO en est une, qui a notamment une étude française sur la neuroprotection qui est en cours, enfin qui est finie. D'autres voies sur d'autres molécules ont un sens, hein. Vous voyez ici l'utilisation d'une protoporphyrine, une protoporphyrine qui induit la production d'hémoxygénase. L'hémoxygénase est une des enzymes qui va protéger des dérivés réactifs de l'oxygène. Vous avez ici l'induction de l'hémoxygénase au niveau du rein, vous voyez au niveau des tubules, et vous voyez avec des faibles doses on n'observe pas grand-chose, mais avec des fortes doses on va produire de l'hémoxygénase au niveau tubulaire, entraînant une néphroprotection. Ça ne se limite pas à ça dans ce papier, puisque les auteurs avaient aussi regardé après une ischémie-reperfusion comment la protoporphyrine allait agir. Et vous voyez ici le groupe contrôle, ici le groupe contrôle sans intervention, ici le groupe contrôle avec intervention, c'est-à-dire ischémie-reperfusion. Ici, ce sont un immunomarquage pour l'ICAM, ICAM étant une adhésine qui participe au phénomène inflammatoire intrarénaux et au développement de la lésion rénale. Et vous voyez que quand on apportait de fortes doses de protoporphyrine, on voyait disparaître l'immunomarquage par ICAM. Et ça allait plus loin, puisque quand vous voyez ici l'ischémie, ici le groupe contrôle positif, c'est-à-dire l'intervention avec l'ischémie, mais pas d'injection de protoporphyrine, vous voyez l'élévation de la créatinine qui en suit. Et puis avec les fortes doses de protoporphyrine, vous voyez qu'il y a une élévation de la créatinine, mais qui est plus faible, et une aire sous la courbe de la créatinine qui est beaucoup plus faible, soulignant que peut-être cette molécule serait une des pistes de recherche pour protéger de l'ischémie-reperfusion
chez les animaux. C'est des études animales, mais ça reste une des pistes. Alors, ça, ce sont des pistes médicamenteuses. L'ischémie-reperfusion a été prévenue par le préconditionnement local à de multiples reprises au cours des années 90, notamment au niveau de l'ischémie coronarienne, avec des chiens qui ont mis des ballonnets au niveau des coronaires. On gonflait les ballonnets pendant qu'ils couraient un petit peu, puis on les gonflait beaucoup. Et puis on regardait les chiens chez qui on avait gonflé les ballonnets par intermittence, avec les chiens chez qui on n'avait pas gonflé les petits ballonnets. Tout cela est beau et bien. Maintenant, vous doutez bien qu'aller mettre des petits ballonnets sur les reins des malades de réanimation, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aller opérer les chiens pour les faire courir sur des tapis roulants. Donc, il y a d'autres pistes qui sont apparues, et notamment des pistes liées au préconditionnement ischémique à distance. Le préconditionnement ischémique à distance peut sembler un peu ésotérique comme ça. C'est d'autant plus ésotérique que le concept est apparu et les premières études sont apparues après la validation de la physiopathologie du préconditionnement ischémique à distance. Les voies de communication sont maintenant connues, elles sont humorales, font intervenir les bradykinines et le système rénine-angiotensine, l'adénosine. Il y a des voies nerveuses, et notamment le système parasympathique. Et l'ensemble de ces voies vont aboutir à l'activation de l'anosynthase inductible, qui est probablement au sein des 3 médiateurs qui sont présentés ici, la heat shock protéine, COX-2 et la hénosyntase inductible, absolument pivot, puisqu'il y a au moins une étude qui semblait démontrer que quand on inhibait l'activation de la hénosynthase, on bloquait l'action de l'ischémie à distance. L'idée étant qu'on allait peut-être aboutir avec cette ischémie transitoire préalable à l'ischémie rénale à une protection au niveau des organes. Alors, comme je vous le disais, il y a eu très peu d'études physiologiques réalisées pour valider le concept. Il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit et qui a lancé les études interventionnelles, mais en pratique, la meilleure étude, la plus fiable dont on dispose, est celle-là. C'est un modèle animal, un modèle d'ischémie-reperfusion chaude. Les animaux étaient randomisés en 2 fois 3 bras. C'est un double plan factoriel avec 3 bras dans une des randomisations et 2 bras dans l'autre. Une des randomisations, c'était soit on fait l'ischémie-reperfusion, soit on ne fait rien. Et la deuxième randomisation, c'était soit j'apporte du sérum salé, soit j'apporte de l'EPO, soit je fais du préconditionnement ischémique à distance, sachant que l'EPO est une des voies médicamenteuses de protection contre l'ischémie-reperfusion. Donc ça donnait cela. Vous voyez que ça fait 6 groupes, c'est pas facile à analyser, que le nombre d'animaux est limité, et la conclusion des auteurs est que l'EPO et le préconditionnement ischémique ont un rôle pour prévenir de l'ischémie-reperfusion, avec des résultats de ce type. Vous avez ici les 3 cadres blancs qui sont les cadres sans ischémie-reperfusion, les 3 cadres noirs qui sont les cadres avec ischémie-reperfusion. Vous avez le premier cadre qui est le sérum salé, le deuxième cadre qui est l'EPO et le troisième cadre qui est le préconditionnement ischémique. Et vous voyez que, en ce qui concerne NGAL plasmatique, eh bien, vous avez à 2 heures moins de NGAL dans les groupes EPO et préconditionnement. À 4 heures, ça persiste, mais qu'à 8 heures, la différence n'existe plus. Néanmoins, la conclusion des auteurs était qu'il y avait un effet, surtout de l'EPO, mais peut-être du préconditionnement ischémique à distance. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a surtout eu des études humaines qui ont développé le concept. Il faut croire que quand il y a des idées un peu originales, ça ne les empêche pas de passer. Une des études est celle-là, c'est une étude du Lancet que vous connaissez très probablement. L'idée était, à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu, de gonfler par intermittence un brassard à tension sur le bras du patient. On gonflait en alternance 4 cycles à 200 mm de mercure pendant 5 minutes, avec 4 cycles de dégonflage pendant 5 minutes. Versus simplement, avec une coronarographie bien sûr, versus simplement une coronarographie. Et le critère de jugement principal, c'était l'index de sauvetage, c'était l'air à risque en scintigraphie moins la taille finale de l'infarctus du myocarde à distance, divisé par l'air à risque. Et vous voyez qu'on diminuait la zone nécrotique à terme, quand on regardait la taille finale de l'infarctus par rapport à l'air à risque, une diminution du rapport entre les deux du fait du préconditionnement ischémique. Cette étude était parue dans le Lancet, elle avait impressionné tout le monde, et c'est vrai que l'idée de pouvoir sauver les malades d'un infarctus, alors simplement en gonflant et dégonflant un brassard à tension, était assez séduisante.
Vous me direz, l'idée n'est pas de voir si on protège le cœur, mais bien si on protège le rein. Alors le rein, il y a eu des études préliminaires, extrêmement séduisantes aussi, très encourageantes. Voilà une étude qui a été réalisée. Dans cette étude, c'était la même chose que dans l'étude de cardiologie. On gonflait un brassard à tension. Là, ce n'était pas 200 mm de mercure strict, c'était 50 mm de mercure au-dessus de la pression artérielle systolique. Et contrairement à l'autre étude, il y a dans le bras contrôle, il y avait une intervention factice qui consistait à gonfler le brassard à tension, mais en deçà de la pression artérielle systolique. Et vous voyez, les résultats sont absolument fascinants. Dans un bras, il y a 40% de néphropathie associée aux produits de contraste iodé. Dans l'autre bras, on est à peu près à 12%. Et donc, on se retrouve avec un effet absolument faramineux du préconditionnement ischémique, les auteurs concluant que, bien évidemment, certes, c'était du monocentrique, certes, il n'y avait que 100 patients, mais c'était fantastique. Une étude un peu plus grande d'ampleur a été réalisée. Cette fois-ci, c'était au cours des coronarographies, toujours la prévention de la néphropathie associée aux produits de contraste iodé, mais au cours des syndromes coronariens aigus ST-. Cette fois-ci, le préconditionnement ischémique était réalisé non pas sur le bras, mais pendant la coronarographie, sur les coronaires elles-mêmes. On gonflait, dégonflait, gonflait, dégonflait, sur une coronaire saine, bien sûr, parce que sinon c'était un petit peu compliqué à faire passer d'un point de vue éthique. Mais vous voyez que là, encore une fois, on a réduit de plus de la moitié le taux d'insuffisance rénale aiguë. Et cet impact sur la fonction rénale évaluée par la créatinine était confirmé par l'utilisation des changements de cystatine, la cystatine étant un marqueur fonctionnel rénal probablement un peu plus fiable que la créatinine, un peu plus cher aussi, et suggérant donc qu'on avait une efficacité de ces méthodes de préconditionnement ischémique. Et puis, en analyse multivariée, après ajustement sur les principaux facteurs confondants, et ce qui est assez rassurant quand on regarde une analyse multivariée, c'est de voir que, quelle était la créatinine, quels sont les autres facteurs associés à l'impact de l'intervention, hein. Plus ma fonction rénale est bonne, moins j'ai d'insuffisance rénale aiguë, c'est bon, ça c'est quelque chose de logique. Le taux de produit de contraste injecté, c'est logique aussi. L'âge, le BMI, mais ça s'ajoute très certainement avec la quantité de produit de contraste apporté. Et vous voyez que l'impact du préconditionnement ischémique persistait et était extrêmement fort. 0,23 d'odd ratio, c'est une diminution par 4 du risque quand on ajuste sur les facteurs confondants. Beaucoup d'études pour la protection coronaire, beaucoup d'études pour la protection rénale, des études qui montrent quasiment, quand on fait les méta-analyses, que l'effet est très fort. Vous voyez ici sur la protection du cœur, ici sur la protection du rein, avec un tout petit bémol quand même. D'une part, la qualité méthodologique des études. Quand vous regardez le nombre de patients dans les études, il est extrêmement limité, hein. C'est vrai pour le rein et c'est vrai pour le cœur. Quand vous regardez la cohérence entre les études, eh bien vous voyez qu'au niveau du cœur, il y a peu d'études qui étaient très fortement positives. La plupart des études sont à peu près au milieu. Et pour le rein, eh bien c'est pareil. Les études ne sont pas hyper encourageantes. Il y a une étude qui était très fortement positive, qui est l'étude de R. Dans cette méta-analyse, il n'avait pas encore inclus l'étude de Deftereos, que je vous ai présentée juste avant. Néanmoins, la conclusion des auteurs était que c'était prometteur, que c'était certainement une voie de recherche, mais que l'hétérogénéité dans les résultats ne permettait pas de conclure définitivement et que la qualité méthodologique des études ne permettait pas de conclure définitivement. Arrive le mois de mai de l'année passée, mars je crois, non mai, où une étude randomisée multicentrique double aveugle de grande ampleur, 790 malades, screenés, 240 randomisés, va être réalisée en chirurgie cardiaque. C'est une étude de John Kellum et son groupe. Et dans cette étude, eh bien, vous voyez, c'est fantastique, il y a moins d'insuffisance rénale aiguë dans le groupe préconditionnement ischémique. C'est vrai pour l'épuration extra-rénale, c'est vrai pour les sous-classes d'insuffisance rénale aiguë. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité, néanmoins la puissance de l'étude ne permettait pas. Donc cette étude était encore une fois une étude très encourageante. Le seul problème, c'est que c'est toujours pareil, les études préliminaires sont très encourageantes. Les études de confirmation soit peinent à venir, soit sont négatives. Et on est dans une situation qui est à peu près celle-là. À ceci près que j'ai été très malhonnête. Je vous ai présenté une étude tout à l'heure animale en vous disant que ça démontrait que le préconditionnement ischémique, soit par EPO, soit par préconditionnement ischémique à distance, avait un effet bénéfique. Alors c'est ce que disent les auteurs du papier.
Je peux vous présenter d'autres résultats du papier, je ne suis pas sûr que vous les interprétez comme les auteurs. Regardez ici, ça c'est la créatinine au cours du temps, vous avez ici l'épisode d'ischémie. Alors, les triangles, le triangle noir, c'est le préconditionnement ischémique. Et les patients qui ont eu un préconditionnement ischémique à distance ont une créatinine qui s'élève plus que les autres, enfin les animaux, pardon, ont une créatinine qui s'élève plus que les autres. Et puis, quand on regarde les lésions histologiques rénales, soit au moment, soit H24 à un moment prédéfini, soit au décès des animaux, vous avez ici le groupe sans ischémie-reperfusion, ici le groupe avec ischémie-reperfusion, ici les données chez les animaux qui n'ont pas eu de prévention de l'ischémie-reperfusion, les animaux avec de l'OPO, et ça c'est le groupe des animaux qui ont eu un préconditionnement ischémique à distance. Vous voyez qu'il y a plus de lésions tubulaires, il y a plus de nécrose, et globalement les auteurs ont beau essayer de m'expliquer que c'est parce que c'est de l'apoptose et pas de la nécrose que c'est protecteur. J'ai beaucoup de mal à être convaincu qu'avec plus de lésions histologiques, ça veut dire qu'on a protégé le rein. Et puis les deux études randomisées sont des études réalisées en chirurgie cardiaque. Elles ont été publiées dans le New England de cette année pendant les ICM. Vous voyez ici les courbes d'événements indésirables graves cardiaques ou cérébraux, ce qu'on appelle le MACCE. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les groupes selon qu'il y ait eu ou pas un préconditionnement ischémique. Et ça va même beaucoup plus loin. Le taux d'insuffisance rénale aiguë ne change pas. Et il y a plus de décès, même si c'est non significatif, c'est une tendance qui est forte dans le groupe préconditionnement ischémique. Probablement parce que relarguer des médiateurs de l'inflammation, des bradykinines, ou activer le système rénine-angiotensin-aldostérone n'est pas anodin. Tous les néphrologues et les cardiologues vous le diront. Et c'est quelque chose qui était assez inquiétant dans cette étude-là. Et le principal problème, c'est que dans la seconde étude réalisée, même type de patients, patients chirurgicaux, même design, multicentrique, double aveugle, même critères composites. Et malheureusement, là encore, plus d'infarctus du myocarde. Et donc on est dans une situation où non seulement le préconditionnement ischémique n'est pas validé, où des études ont montré qu'il n'y avait peut-être pas d'effet, mais où en plus de ça, on a un signal fort qui suggère un risque cardiovasculaire majoré avec le préconditionnement ischémique. L'éditorial qui allait avec les deux papiers rappelait que ce qui fait le poison, c'est la dose, que peut-être il y avait eu trop de préconditionnement ischémique. C'est peut-être vrai. Je ne suis pas sûr d'être convaincu. Je ne suis pas sûr que le concept entier soit validé. Et pour vous en convaincre, allez chercher les études expérimentales validant le préconditionnement ischémique à distance. Et vous verrez que les études de bonne qualité, c'est fin comme du papier à cigarette. Donc globalement, on n'a pas assez avancé. On a déjà fait des études randomisées, mais il n'est pas du tout certain qu'on soit sur la bonne voie. Si vous deviez retenir quelque chose, c'est que les études préliminaires sont encourageantes, la plausibilité biologique semble réelle en termes de mécanisme, elle n'est pas du tout validée en termes d'efficacité. Les études de haut niveau de preuve sont tout à fait discordantes. Il y a une étude positive, 2 études négatives, voire même un effet délétère. Les données de sécurité sont inquiétantes. Je déconseillerais très fortement de l'utiliser hors recherche. Et pour finir, ce papier n'est pas ciblé sur les études randomisées, ce papier est ciblé sur les études de génétique. Mais rappelez-vous que dans tout ce qui est de la médecine, on parle d'une probabilité pré-test. C'est vrai pour les biomarqueurs, mais c'est aussi vrai pour les études randomisées. Parce que vous vous dites, ce qui compte, c'est mon risque alpha, le risque de considérer une différence qui est liée au hasard dans mon étude. 5%, ça semble raisonnable. Sauf que si vous partez d'un postulat qui est faux, vous pourrez avoir autant d'études positives que vous voudrez, ce sera lié au hasard. Et ça peut se modéliser. Et il y a des statisticiens, et les statisticiens font un métier passionnant, il faut avoir l'idée de le faire, qui ont fait l'écologie des essais randomisés en fonction de leurs résultats et en fonction du postulat de départ. Et ils ont démontré que si le postulat de départ est faux, votre résultat sera faux quoi qu'il arrive. Et qu'en gros, le nombre d'études dans nos journaux qui sont vraies dépend avant tout du postulat de départ. Je vous remercie de votre attention.